Ça fait 7 ans que je suis designer indépendant et ça a pas toujours été facile. Il y a eu pas mal de déceptions parce que je m'étais imaginé plein de trucs. Beaucoup de temps libre, les clients étaient beaucoup trop cool, plus d'argent, pas de patron sur le dos. Sauf qu'au début, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Client qui te plante, beaucoup charbonné, difficile de se faire payer et il faut apprendre aussi à faire plein de jobs et parfois on gagne pas assez. Et je vous cache pas qu'il y a eu des petites envies de tout arrêter. Alors à chaque problème, j'essaye de changer un petit peu ma façon de faire pour que ce soit de mieux en mieux, améliorer la situation, etc. C'est pas facile, mais ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal. Ça commence à ressembler à ce que j'imaginais avant de me lancer. Sauf que ça fait 7 ans que j'y travaille. Et si j'avais su tout ça plus tôt, ça aurait été beaucoup plus rapide et en quelques mois, ça serait rentré dans les rails. Donc il y aurait eu plus de sérénité, moins de colère, moins de frustration. J'aurais été plus à l'aise avec l'argent. Ça aurait été quand même beaucoup mieux. Alors comme je peux pas tout recommencer, j'ai rassemblé pour vous 16 conseils que j'aurais aimé avoir. C'est pas une recette magique, c'est des trucs que j'ai appris, que je fais pour que ce soit plus facile ou juste pour éviter de me planter. Allez, c'est parti. Quasiment tous mes premiers projets sont arrivés par des connaissances de ma famille ou de mes potes. C'est globalement nos meilleurs ambassadeurs. Et alors attention, je dis pas que j'ai travaillé avec ma famille et mes amis. Ils m'ont recommandé à leur entourage. C'est le principe de LinkedIn en fait. En vulgarisant ce que je fais à tous mes proches et mon entourage, il y a plus de chances que quelqu'un entende une question du type est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me faire un logo ou m'aider sur ma communication? Quelqu'un qui cherche un graphiste en fait. Et il y a plus de chances du coup qu'il lui file mon contact. Du coup, c'est hyper important de bien expliquer ce que vous faites, les problèmes que vous pouvez résoudre et vous assurer que vos proches aient bien compris tout ça. Sans être lourd bien sûr. D'ailleurs, ça va aussi marcher avec vos anciens collègues, avec vos potes de classe ou plus tard avec vos clients. Un petit exercice tout simple pour ça, c'est demander à vos parents ce que vous faites dans la vie. Et je pense que vous allez être surpris. Je vous vois demain matin à 9h comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. S'ils sont flous, globalement c'est votre faute. À vous de corriger et de mieux expliquer pour qu'ensuite eux puissent vous aider à trouver de nouveaux clients. Par ça, je veux dire que chaque client qu'on accepte est important. Quel que soit le projet, il faut délivrer la même qualité de service et la même expérience, que ce soit un budget important ou un budget moins important. Deutsche Qualität. Tenir ses délais, bien communiquer, se donner à fond dans le projet, faire en sorte que le client, en fait, il regrette pas son choix, voire qu'il en soit hyper content. Parce que le réseau est hyper important. Un client content, il peut vous recommander à d'autres chouettes clients ensuite. Par exemple, en 2022, j'ai eu mon plus gros projet grâce à un plus petit client l'année précédente. Elle était hyper contente, elle l'a fait savoir à son entourage, ils cherchaient un graphiste et ils ont pensé à moi. Comme le temps, c'est la ressource qui est la plus précieuse en freelance ou en indépendant, l'idée c'est de s'économiser. Du coup, il vaut mieux fidéliser des clients actuels, des clients avec qui vous avez déjà travaillé, plutôt que d'en chercher des nouveaux. Pourquoi faire? D'abord parce que c'est plutôt agréable de travailler avec des gens qu'on connaît et qui nous connaissent, mais aussi parce que ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps que de chercher sur des plateformes de freelance, LinkedIn, ou d'envoyer des mails pour trouver quelqu'un qui a besoin de vous au moment où vous lui envoyez le mail, ensuite de le ou la convaincre, lui dire que vous êtes quelqu'un, la bonne personne pour l'aider, par rapport à une horde d'autres indépendants qui ont mis un commentaire en dessous dans le post LinkedIn. Bref, quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est quand même mieux de pouvoir retravailler avec lui parce qu'il vous connaît, il connaît votre process, etc. Un client content, un client qui vous recommande, donc des projets, pas besoin de chercher, ça vient tout seul. Donc c'est top, faudrait que ça se passe tout le temps comme ça. Alors je vous vois venir, oui, mais quand même, avec les amis, la famille, jamais de travail gratuit. No! God, please, no! 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 J'ai un exemple qui est plutôt simple qu'on m'a donné pendant une formation que je faisais chez Soto. Vous avez un t-shirt blanc qui est acheté chez H&M pour 9,99 €. L'autre t-shirt blanc que vous avez acheté, il est aussi blanc, il a à peu près la même coupe, mais il a une petite abeille brodée parce que ça vient de chez Dior et vous l'avez acheté 499 €. J'ai une petite question pour vous. Quel t-shirt vous serez le plus fier de porter? Et lequel aussi vous allez jeter en premier? Dans la tête de tout le monde, et moi compris, ce qui est pas cher et rapide, donc je peux le faire, mais je peux aussi m'en séparer beaucoup plus facilement parce que ça a moins de valeur. Et en fait, pour notre travail, c'est pareil. Un client qui paie € pour un design devrait normalement plus s'impliquer et faire plus attention à ce projet que s'il paye très peu. Et il faut aussi pas oublier que payer pour un service, c'est complètement normal. Et à mon avis, il faut juste s'ajuster en fonction des moyens. Payer quelqu'un, ça devrait pas être tabou en fait. C'est un engagement aussi pour les deux parties, ça protège les deux personnes. Le client qui doit du coup nous respecter, s'impliquer et respecter notre travail et sa valeur, mais c'est aussi un engagement pour nous-mêmes, de nous donner à fond pour lui, de rester motivé dans le projet, de rester créatif et de pas forcément être crispé, voire en colère parce que le client fait le 8e aller-retour et qu'il vous paye des miettes et que vous arrivez pas à dire non. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur. On la connaît tous celle-là, hein. Ça m'arrive encore. Pour résumer, faites-vous payer, même si c'est symbolique, avec la famille et les amis. Pour
Pour rappel, un appel d'offres, c'est un peu un battle royale. C'est-à-dire que pour un projet, il y a des heures et des jours de travail gratuits de plein de professionnels et un seul élu qui est même pas forcément bien payé. À différentes échelles, on peut penser par exemple au concours, que ce soit pour créer une miniature ou la pochette d'un nouvel album, mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui utilisent ce fonctionnement pour se rassurer et faire le bon choix d'un partenaire créatif. Et je vous rassure aussi, il y a les collectivités territoriales et plein d'institutions qui font ça aussi, et pourtant c'est l'État. En fait, pour être tout à fait transparent, quand j'ai écrit ce point, j'étais convaincu de ma position, mais entre l'écriture et le tournage, j'ai lu une interview de Thierry Brunefaux, qui est un des directeurs de création de l'agence Base Design, et son point de vue est encore plus tranché. Dans un mémo qu'il a envoyé à ses équipes, il propose notamment de poser les questions suivantes quand on sélectionne leur agence pour un appel d'offres. Pourquoi est-ce que vous nous mettez dans un appel d'offres au lieu de nous choisir directement? Est-ce que cet appel d'offres est rémunéré? Si oui, combien? Sinon, pourquoi? La demande de l'appel d'offres est-elle différente du projet final que nous allons créer et exécuter ensemble? Qui sont les agences avec lesquelles nous sommes mis en concurrence? Qui va décider et qui est le jury? Et celle que je trouve quand même la plus intéressante, quelle est la dernière fois que vous et votre entreprise avez travaillé gratuitement? Alors normalement, les clients auront horreur de répondre à ces questions pour la simple raison que ça les met face à leurs contradictions. Donc peut-être qu'ils vous rappelleront même pas. Pour faire simple, ils ont peur de choisir ce style-là dans une agence parce qu'ils ont peur de le regretter, plutôt que de faire confiance, de discuter et de créer une vraie relation avec le studio ou l'agence ou l'indépendant même, qu'ils ont sélectionné. Et donc pour ça, ils préfèrent faire travailler plein de gens en se disant il y en aura bien un dans le lot qui va nous plaire plus que les autres. Et en plus, dans le cas de Base Design, on parle d'une agence. Évidemment, c'est différent quand on est en freelance, et la situation en fait pour nous, elle est encore pire parce que on peut pas se dédoubler. Travailler sur un appel d'offres, ça veut dire diminuer beaucoup ses revenus sur un temps donné et même pas être sûr de pouvoir rattraper le coup si on perd. Dans ce cas à retenir, ne participez pas aux appels d'offres et aux concours, surtout s'ils sont non rémunérés et surtout si vous avez besoin d'argent. C'est mauvais pour tout le monde, ça rend les clients pas audacieux, vous perdrez du temps, de l'énergie, vous gagnerez probablement pas d'argent ni de gloire. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, l'agence Graphéine se bat depuis quelques années avec une initiative qui s'appelle Marché public équitable, que je vous mets en description. Et il y a aussi une pétition non aux créations gratuites de l'Alliance France Design qui planche dessus depuis presque 15 ans. Et là aussi, je vous mets les liens en description. De mon côté, c'est toujours un peu en chantier, mais pour le moment, c'est de vivre justement comme un salarié. Je bosse de 10h à 17-18h, pas les week-ends, et je me suis créé plein de petits outils, des modèles de mails, des présentations, de factures, de devis, des prix définis pour chaque prestation, et surtout je range mes calques. Non, je rigole. Et il y a sûrement plein d'autres trucs à mettre en place, mais l'idée dans tout ça, c'est de pas trop avoir à réfléchir, ou en tout cas le moins possible, dans toutes ces étapes qui sont chronophages et qui sont pas de la création. Déjà, c'est rassurant pour les clients parce qu'ils ont l'impression d'être bien accompagnés, que c'est maîtrisé, et c'est aussi rassurant pour moi parce que je travaille plus vite, donc je gagne du temps, et je me rends compte avec l'expérience et le temps qui passe que ce temps que j'utilise pas pour faire des tâches chronophages, en fait, je peux l'utiliser dans ma créa, et donc mes projets s'améliorent de petit à petit. Et à plus long terme, je trouve que ça permet aussi de garder de la motivation parce que je consacre mon temps à des tâches plus intéressantes. Donc voilà, trouvez votre routine, c'est important. Quand je me suis lancé après l'école, ça m'arrivait d'oublier de manger le midi parce que je bossais. J'oubliais aussi de sortir, évidemment de faire du sport, et j'avais un peu oublié les vacances parce que je recevais des mails et parfois je travaillais même pendant ce temps off. Sauf que vous pouvez pas être créatif tout le temps et sur le long terme, c'est pas tenable. Et vous allez aussi finir par faire un petit burn-out. Et puis, c'est aussi pas forcément compatible si vous avez un ou une partenaire de vie et qu'il ou elle a un poste de vie rythmé de salarié. Du coup, ça c'est un choix perso, mais je travaille plus le soir, plus les week-ends et pas pendant les vacances. Petit édit au montage, je me rends juste compte que je dis un peu la même chose entre ce point et le précédent. Le précédent parle plutôt de le côté organisationnel, opérationnel, faire des choses pour son quotidien en travail, alors que celui-là est plutôt sur la partie santé mentale, relation avec les autres, avec soi-même, prendre du temps pour soi, tout ça quoi. Voilà, bonne vidéo. C'est important pour ma détente, pour mon état d'esprit, d'avoir du temps pour moi, pour mes amis, pour mes proches, etc. C'est important de reposer son esprit, faire des voyages, faire du sport, jouer avec ses potes, aller se balader. Et en plus, ça permet de rester vraiment beaucoup plus créatif. Et comme je vous disais, ça c'est mon propre cadre pour l'exemple. Mais c'est à vous de créer le vôtre. Travailler 4 jours par semaine, c'est possible. Travailler 6 mois de l'année et partir 6 mois en vacances, c'est complètement possible. Mais moi je suis en vacances, j'aimerais bien être tranquille et je voudrais conserver l'anonymat. Ou travailler la nuit si ça vous chante, à vous de voir en fonction de votre rythme. Ça demande du temps, mais vous avez la chance de pouvoir construire votre travail autour de votre vie et pas l'inverse. Donc ce serait dommage de pas en profiter.
Être à l'heure, je trouve que ça montre que vous êtes sérieux, que vous êtes professionnel, et il y a aussi une forme de respect qui me semble importante envers le client en étant à l'heure. Du coup, je donne toujours une date de rendu qui me semble réaliste et je m'y tiens quoi qu'il arrive. 3, 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. Une date réaliste, c'est hyper important, mais surtout, moi, je rajoute toujours quelques jours en plus quand je l'annonce au client. Comme ça, je sais que ce sera prêt pour telle date, mais que je peux choisir de l'envoyer à l'heure ou un petit peu en avance. Et ça permet aussi d'absorber les imprévus si besoin, ou de permettre de travailler sur d'autres projets en parallèle. Au final, le client, il a que des bonnes surprises, jamais de mauvaises, et moi, du coup, je suis plus serein. Bon, je vous l'accorde, celui-là, c'est pas le conseil le plus sexy. Mais pendant les 3 premières années de mon indépendance, j'ai tout calculé. Chaque euro. Il en manque une. Ça paraît un petit peu chelou, mais ça faisait partie de ma préparation mentale. Et j'étais un peu curieux de savoir où allait vraiment mon argent. Et je trouve qu'il y a trop peu de gens qui sont intéressés par où va leur argent, juste par curiosité. Au-delà de l'aspect comptable et obligatoire pour la partie professionnelle, c'était une sorte de petite thérapie. Parce que au début de mon activité, j'enchaînais les missions et les factures sans trop savoir où j'allais, sans trop savoir combien je voulais d'argent à la fin de l'année. Du coup, c'est un puits sans fond. Et même si je gagnais beaucoup d'argent, j'avais encore l'impression et la peur de pas réussir à payer mes factures. Et puis surtout, j'en profitais pas du tout. Cette discipline de calcul un peu chelou, elle m'a permis de voir que je travaillais beaucoup trop par rapport à mes besoins personnels, qu'il n'y avait pas vraiment de raison de pas profiter de son week-end et que même ce serait plutôt dommage. J'ai aussi pu voir que je facturais pas assez certains projets, que certains étaient beaucoup plus rentables que d'autres, et plein d'infos utiles pour contrer toutes ces peurs, et ce serait là aussi dommage de s'en priver alors que ça passe juste par un tableau Excel ou une app de banque bien ordonnée. Bon, ça c'est un classique, mais je vous rassure, penser qu'un devis est trop cher, c'est un truc qui m'arrive même encore très souvent. Dans 90% des cas, la réponse c'est non, c'est pas trop cher. Si vous êtes en accord avec vous-même sur ce chiffre, si ce chiffre vous va, si vous êtes content et si c'est ok de gagner cet argent pour vous, dans 90% des cas, non, c'est pas trop cher. Alors parfois ça peut arriver que ça soit un petit peu élevé, mais ça se tente, déjà parce qu'on sait jamais vraiment quel est le budget du client, parce que parfois lui c'est pas trop non plus, parce que peut-être qu'il a très envie de travailler avec vous et qu'il est prêt à y mettre le prix. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Et surtout parce qu'il peut négocier s'il le souhaite. La négociation fait partie du jeu de l'indépendance. Un devis où vous êtes en accord avec vous-même, s'il est négocié, est un bon devis. Si vraiment c'est un devis trop cher, alors vous aurez un refus, ce sera non direct. Et s'il n'est pas assez, il sera accepté sans sourciller et c'est dommage pour vous. Donc un devis négocié est un bon devis. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi mon petit côté joueur dans ce conseil. Pour les plus pragmatiques qui ont besoin de se rassurer, il suffit de se dire que facturer pile poil ce qu'il faut comme temps nécessaire pour faire le projet, c'est se tirer une balle dans le pied. Dans un projet, il y a toujours des imprévus, du temps non facturé, des appels, des discussions, des réflexions et une petite marge en plus, c'est pas de refus quand même. Pour finir là-dessus, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que ce serait trop cher pour mon client? Et en fait, la réponse c'est quasiment toujours parce que c'est moi en fait qui ai peur de perdre ce client, j'ai peur de manquer d'argent et donc de pas avoir le sien. Donc les autres questions qui viennent ensuite, c'est est-ce que je veux vraiment ce projet et ça peut amener à un geste, ou est-ce que c'est juste un projet parmi d'autres? Et dans ce cas-là, il faut être ferme avec soi-même et maintenir son prix. Encore des petites précisions parce que je me rends compte au montage que je digresse sur la fin, mais comme c'est un point qui me paraît important, je me dis que je vais vous donner quelques explications en plus. Les derniers éléments dont je parle, c'est plutôt sur le fait d'être négocié et l'imbrication entre un devis, sa négociation et le plaisir qu'on prend dans le projet. Quand je dis que je peux faire un geste, c'est si le projet me plaît vraiment et que j'ai visé un petit peu trop haut, à ce moment-là, ça peut amener à un geste. Parce que j'ai envie de travailler sur ce projet. En revanche, si le projet me parle un peu moins, que on va dire que c'est de l'argent pour manger, j'ai pas envie d'avoir de frustration, de prendre un projet pas hyper plaisant et en même temps de le faire à un coût moindre. Donc du coup, c'est là que je dis il faut savoir rester ferme. Voilà. Que ce soit avec vos clients, avec d'autres freelances ou avec des gens à qui vous parlez de votre métier, on a tendance trop souvent à oublier que les personnes en face n'ont pas forcément nos compétences, nos connaissances et savent pas forcément comment on travaille ou même quel est notre métier. Et du coup, c'est important, je trouve, de prendre le temps d'expliquer ce qu'on va faire pendant le projet, comment on va le faire et pourquoi ça va prendre du temps. Ça renforce la valeur de votre travail, ça nous place aussi comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait et surtout qui est rassurant. Dans les projets, j'essaie d'ailleurs de
donner régulièrement des nouvelles à mes clients. J'explique où j'en suis. Par malheur, si je suis en retard, j'explique pourquoi et de combien de temps. Et hyper important aussi, prévenir par exemple avant quand on arrive au bout du budget fixé pour que le client soit au courant, et ça permet souvent soit de l'augmenter un petit peu et puis sinon de voir peut-être s'il y a un problème d'estimation ou de communication. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que en freelance, c'est hyper important d'échanger avec vos partenaires, que ce soit des collègues, des clients, parce que il y a le design, mais il y a aussi la bonne entente et le bon déroulement et l'avancée du projet. Et en fait, c'est la gestion de projet, je vous l'avais dit, il faut apprendre plusieurs métiers et ça en fait partie. On est souvent seul dans l'accompagnement de nos clients et c'est aussi à nous de les conseiller sur ce qui est le mieux pour eux dans notre domaine. Et parfois, certains clients ont des avis et ils y tiennent beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut tenter d'expliquer, de ruser pour dire que votre idée est bien, même parfois mieux que la leur. Mais l'expérience me dit aussi que parfois, si ça prend pas, il faut savoir lâcher prise parce que certains points sont moins importants et que vous pouvez en faire passer d'autres qui vous tiennent plus à cœur. Fuyez, pauvre fou! Ça aussi, ça me fait un peu mal de le dire, mais souvent, là encore, les clients peuvent avoir raison. Parce qu'un projet, ça évolue avec plusieurs points de vue et parfois, en étant solo, on a tendance un petit peu à oublier d'avoir un œil critique sur ce qu'on fait et que le client, lui, il a un objectif. Qui se ressemble, s'assemble. Et ben en indépendant, c'est complètement pareil. Et ça se vérifie plutôt bien avec tous les freelances qui m'entourent. Si on a confiance en soi, qu'on est ordonné, que les devis sont bien estimés, qu'ils sont pas trop ni trop bas, qu'on est impliqué avec ses clients et dans son activité, en fait quand t'es carré, naturellement les clients qui vont venir à toi, ils sont plus respectueux, ils sont plus impliqués, normalement ils payent dans les temps, ils sont plus à l'écoute de nos conseils aussi, bref, c'est quand même des meilleurs clients. Et puis vous imaginez bien, ça marche aussi dans l'autre sens. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cet état d'esprit, bah c'est complètement normal. Moi, j'étais pas du tout comme ça au départ, et j'étais même complètement à côté de mes pompes, mais pour ça, j'ai qu'un seul truc à vous proposer, fake it until you make it. Dans mon cas, on parle de développeurs, d'illustrateurs, de photographes, de conceptrices, rédactrices, etc., etc. D'abord, je trouve ça plutôt cool de poser des questions et de se renseigner pour comprendre les besoins de chacun, savoir comment ils travaillent, comment on peut leur faciliter la tâche pour être plus efficace, etc., etc. Je trouve ça cool de s'intéresser aux autres indépendants. Et puis derrière, ça permet aussi de prendre en main un projet, de parler avec vos clients des aspects plus techniques, de savoir ce qui est faisable ou ce qui est pas faisable, et donc là encore d'être rassurant. Oui, j'aime bien être rassurant. Alors déjà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici parce que c'était une longue vidéo, mais c'est le dernier conseil. C'est important de tout noter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Notion a explosé les dernières années, mais peu importe en fait où on écrit, que ce soit un drive, un Notion, un carnet ou même des feuilles, tant que on s'y retrouve, je trouve que ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que en jonglant entre plusieurs clients sur des temporalités qui sont parfois différentes et étalées, ça m'évite d'oublier des choses importantes, des retours, des trucs qui ont été dits à la volée, etc. Du coup, ça me permet de mieux suivre mes clients au quotidien. Le deuxième point, c'est que ça me protège. En début d'année, par exemple, j'ai eu un souci avec un client et avoir l'historique de chaque échange, chaque réunion, chaque paiement, chaque retour, c'est hyper important pour pouvoir se défendre et mettre en avant des incohérences qui peuvent être dites par la personne qui vous incrimine. Et plus généralement, je trouve que l'écriture, c'est une super compétence à développer. En fait, pour écrire des mails, organiser des idées ou mettre du contenu vachement plus intéressant que du lorem ipsum dans vos sites internet. Bref, voilà. Écrivez, c'est important et puis c'est chouette. C'est tout pour moi. Il y avait beaucoup de points, j'espère que tout a été clair et si vous le souhaitez, on peut aussi en discuter en commentaire. J'espère que ça pourra vous aider dans votre quotidien. Et moi je vous dis à très vite, salut!